Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de vraiment fascinant. Un texte de l'Antiquité qui s'avère être un guide incroyablement moderne sur notre psychologie financière. On plonge directement dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Mais attention, c'est une œuvre massive, alors on va se concentrer spécifiquement et en profondeur sur le livre 4. C'est là qu'il aborde la vertu dans le domaine de l'argent. Honnêtement, ce seul livre est d'une telle richesse qu'on va y consacrer toute notre analyse aujourd'hui pour vraiment en faire le tour. Et on gardera les autres livres pour une prochaine fois. C'est fou quand on y pense. Pour Aristote, l'argent, c'est pas juste une question de chiffres ou de budget, c'est littéralement un miroir de l'âme humaine. Bon, on perd pas de temps. Voici le plan de marche pour aujourd'hui. On passe de notre portefeuille de tous les jours jusqu'aux fortunes monumentales. On va voir 1. L'éthique de l'argent. 2. La libéralité au quotidien. 3. La prodigalité contre la parcimonie. 4. La grande magnificence. 5. Le piège de la vulgarité. Et on finit avec le point 6. La véritable mesure. On est parti. On commence tout de suite avec notre première section, l'éthique de l'argent. C'est la base de tout. Fait que ça nous amène à nous poser la vraie question. Qu'est-ce qui définit une relation véritablement saine avec la richesse? Souvent, on s'imagine que la richesse, c'est juste d'accumuler le plus de biens possible, n'est-ce pas? De voir le compte en banque gonfler. Mais pour Aristote, l'argent n'est jamais une fin en soi. C'est juste un outil. Et comme n'importe quel outil, ce qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. C'est là qu'on voit le vrai caractère de quelqu'un. Et c'est là qu'entre en jeu le concept clé, le véritable moteur de toute la pensée d'Aristote, le fameux juste milieu. En gros, c'est la voie vertueuse qui se trouve exactement entre deux extrêmes, l'excès d'un côté et le manque, le défaut de l'autre. C'est le mécanisme qu'on va utiliser aujourd'hui pour analyser absolument toutes les habitudes financières. Trouver ce point d'équilibre, c'est un peu comme essayer de trouver le centre parfait d'un cercle. C'est pas donné à tout le monde, ça demande de la sagesse et du discernement. Ce qui nous mène à la section 2, la libéralité au quotidien. Comment ça s'applique concrètement quand on sort sa carte de crédit? Aristote nous parle d'une vertu qu'il appelle la libéralité. Et ce qui est génial ici, c'est qu'on ne fait pas l'éloge d'une personne parce qu'elle a gagné une guerre ou sauvé le monde. Non, on l'admire spécifiquement pour la grâce avec laquelle elle gère son argent. Quelqu'un de libéral donne avec plaisir aux bonnes personnes et au bon moment. Il ne s'agit pas juste de garrocher de l'argent par les fenêtres, mais de le faire intelligemment pour le bien des autres. Regardez ces tableaux, ça illustre parfaitement la chose. Nos habitudes de dépenses sont vraiment sur un spectre. En plein centre, on a notre fameuse juste milieu, la libéralité, où on donne et on prend correctement. Mais si on glisse d'un côté ou de l'autre, on tombe dans l'excès, la prodigalité, ou dans le défaut total, la parcimonie. C'est un équilibre super délicat. Passons à la section 3 pour creuser ça. Prodigalité contre parcimonie. C'est là qu'on observe les dérapages. Le contraste entre ces deux vices est carrément frappant. D'un côté, on a la prodigalité. Le prodigue, c'est celui qui flambe tout. Il dépense sans compter, sans prudence et finit par vider ses propres réserves. De l'autre côté, on a la parcimonie. Là, on a affaire à quelqu'un qui accumule frénétiquement, comme un dragon assis sur son tas d'or, qui refuse de donner quoi que ce soit et qui est même prêt à s'enrichir sur le dos des autres. Le premier détruit son propre patrimoine, alors que le deuxième détruit ses relations humaines par pure cupidité. Et là, accrochez-vous bien, parce qu'Aristote nous lance une vraie balle courbe. Il affirme que le gars qui dépense sans compter est en fait beaucoup plus proche de la vertu que l'avare. C'est super contre-intuitif, non? Mais la logique derrière, c'est que le prodigue, même s'il est imprudent, finit par aider des gens en faisant circuler son argent. Et surtout, le fait de vieillir ou tout simplement de se retrouver complètement fauché, ça va finir par le guérir et le ramener vers le juste milieu. En revanche, ce qui est assez terrible avec la parcimonie, c'est qu'Aristote la considère comme incurable. C'est profondément ancré en nous et ça s'aggrave souvent avec la vieillesse. Le texte est d'ailleurs assez drôle et mordant là-dessus. Il décrit ces maniaques de l'économie comme des scieurs de cumin. Faut le faire, tu sais. Des gens capables de couper une minuscule graine d'épice en deux pour économiser un millième de sou. Ça inclut aussi tous ceux qui exploitent les autres ou prêtent à des taux usuriers juste pour s'en mettre plein les poches. La parcimonie, ça vient littéralement ronger l'âme. Allez, on laisse nos portefeuilles tranquilles pour l'instant. Section 4, la grande magnificence. On change complètement de dimension. On en vient à se demander, est-ce que les règles de la libéralité s'appliquent de la même façon quand on parle de fortune ultramassive? Est-ce que la vertu change de visage quand les zéros s'accumulent sur le compte en banque? Eh bien, Aristote nous dit que oui, la vertu doit s'adapter à l'ampleur des moyens. C'est ce qu'ils appellent la magnificence. Et c'est du lourd. On parle d'investir dans le bien public à une échelle carrément grandiose. À l'époque, ça voulait dire financer des navires de guerre pour protéger la cité ou bâtir des temples incroyables. Ça s'accompagne d'une immense responsabilité de créer quelque chose de beau et de durable pour la société. Bien sûr, c'est totalement hors de portée pour quelqu'un qui n'a pas des revenus colossaux au départ.
Si on est un homme libéral ordinaire, on n'a tout simplement pas les moyens d'être magnifique, et essayer de le faire serait une grave erreur de jugement. Mais attention, avoir beaucoup d'argent, c'est glissant. Section 5, le piège de la vulgarité. Parce que oui, une fortune colossale, ça peut vite devenir un embarras monumental. On trouve nos deux extrêmes. D'un côté, la vulgarité. C'est balancer des sommes astronomiques juste pour flasher, pour montrer qu'on a les moyens. Et de l'autre, on a la mesquinerie. Ça, c'est vraiment tragique. C'est financer un projet grandiose, mettre un paquet d'argent sur la table, mais à la toute dernière minute, décider de couper dans les détails cruciaux pour sauver quelques scènes. Au final, on gâche tout le projet à cause d'une radinerie de dernière minute. Pour illustrer la vulgarité, le texte nous donne une anecdote vraiment géniale. Imaginez quelqu'un qui commandite un petit chœur de comédie locale, quelque chose de très simple et joyeux, et là, pour faire son show, il fait dérouler un somptueux tapis de pourpre ultra dispendieux sur la scène. C'est le summum du mauvais goût. C'est le cliché du nouveau riche qui ne comprend rien à la beauté ou à l'art et qui veut juste exciter la foule avec son argent. Ça détruit complètement la noblesse du geste. Ce qui nous amène à notre conclusion, la section 6, la véritable mesure. Comment on rassemble toutes ces idées-là? Écoutez bien, parce que c'est vraiment le cœur du message. Au bout du compte, à travers toutes ces notions antiques, le montant absolu qu'on a en banque, ça n'a presque pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la boussole morale. Que ce soit de donner un petit 10 $ à une bonne cause quand on a un budget serré, ou de faire bâtir un hôpital quand on est milliardaire, c'est la grâce, le discernement et l'intention derrière le geste qui font qu'une action est véritablement excellente. Fait que ça nous laisse sur une méchante bonne question pour boucler la boucle. Si on regarde notre monde d'aujourd'hui, notre culture de consommation, les réseaux sociaux où tout le monde étale sa vie, la recherche infinie de profit, est-ce qu'on est encouragé en tant que société à trouver ce fameux juste milieu ou bien est-ce qu'on est poussé implacablement vers les extrêmes, la vulgarité ostentatoire d'un côté et l'avarice de l'autre? Je vous laisse y penser, c'est une sacrée remise en question de nos propres habitudes. Un énorme merci d'avoir été là pour ce décryptage du livre 4 de l'éthique à Nicomaque. On se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration.